Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. 3 ans de détention pour rien. Ainsi se résume le sort de Imam Alioune Badara Ndao, poursuivi pour acte de terrorisme. Le religieux est rentré chez lui cet après-midi après avoir été blanchi par la justice. La chambre criminelle a aussi prononcé 15 acquittements et 13 condamnations, dont 20 ans pour Martar Diokhane. 2 morts, c'est le bilan des dernières pluies à Tambacounda. Il s'agit de 2 ouvriers piégés dans les décombres après l'effondrement d'un bâtiment. Peinés avant de sortir, les corps sans vie. Alors que les pénuries d'eau hantent leur sommeil, les Sénégalais pourraient vivre un autre calvaire. Les travailleurs de la Sénélec prédisent le retour des délestages si l'État ne solde pas sa dette vis-à-vis de la société d'électricité. Beaucoup craignent de revivre les périodes sombres de 2011. La page internationale et l'actualité sportive également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nos procès des présumés terroristes. Imam Alioune Badara Ndao recouvre la liberté après 2 ans et 9 mois de détention, acquitté des accusations d'actes de terrorisme, d'association de malfaiteurs ou encore de blanchiment de capitaux. Le religieux a été condamné à 1 mois avec sursis pour détention d'armes de second degré. Son avocat, maître Moussa Sarr, s'en réjouit au micro de Issatine. Nous avons toujours estimé que dès l'instruction, on pouvait rendre une ordonnance non-lieu. Parce que le dossier ne comportait aucun fait. Mais ça a été la volonté, en fait, de la justice de la traduire devant une juridiction de jugement. Nous l'avons accepté et nous avons continué le combat judiciaire devant la chambre criminelle pour démontrer encore une fois, devant les juges de la chambre criminelle, devant l'opinion publique nationale et l'opinion publique internationale, que Imam n'est pas un terroriste. Au contraire, Imam est un bouclier contre le terrorisme. C'est un homme de paix dont le pays a besoin pour l'éducation de ses enfants. Une libération qui vous réjouit entièrement. Mais forcément, il était poursuivi pour des faits de terrorisme. On avait réclamé 30 ans contre lui. On a porté atteinte à sa dignité, à celle de sa famille, à son honneur. On l'a traîné dans la boue et nous avions su faire face dans le calme, dans la sérénité, dans la dignité, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la justice dise qu'Imam n'a rien fait. Nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est qu'Imam retrouve sa famille tranquillement et qu'on fasse le bilan de son état de santé, parce qu'il a fait 3 ans de prison. On va l'amener au niveau des mairies spéciales de la place pour qu'on fasse un check-up pour voir l'état de sa santé. Et au besoin, nous sommes disponibles. Déjà pris toutes les dispositions pour l'envoyer aux États-Unis ou en France pour qu'il fasse le bilan de son état de santé. Nous savions qu'Imam Ndao n'a rien fait. Telle est la réaction des proches et sympathisants du religieux après le verdict du juge, tout en rendant grâce à Dieu. Ils soutiennent que l'imam doit être dédommagé pour avoir passé presque 3 ans de sa vie en prison. Oran Ndong a recueilli leur réaction. C'est une satisfaction qu'on ne peut pas même mesurer. Et si on donnait donc sa valeur, on ne peut pas même l'estimer. Vraiment, donc, on est satisfait de cette justice rendue. C'est quoi? C'est la libération d'Imam Alioune Badara Ndao. Après avoir purgé presque 3 ans de détention, on nous dit qu'on l'a retenu pour... un seul chef d'accusation a été retenu, c'est-à-dire qu'il a été retenu pour port d'armes illégales sans autorisation et que cette arme-là n'est même pas praticable. Il faut peut-être interjeter appel pour que justice soit encore faite parce qu'il y a des dommages et intérêts à son encontre, à l'encontre de sa famille. Imam est aujourd'hui beaucoup plus connu au plan national et au plan international. Je pense que dans toute chose, malheur est bon. Ñun ñu ay mbokkam xamoon nañ ne lii ñu koy tuumaal du dëgg xamoon nañ ne yàgg-yàgg lii rek mooy mujj dëgg nag mooy njëkk te mooy mujj Imam Alioune Ndao ba mu juddoo ba tey dem jàngi alxuraan ñibbi si samp daaraam jàng ak jàngale lañ ko xamal dem àll ba bay dundee moom lañ ko xamal yar doomi jullit yi di leen jàngal alxuraan loolu lañ ko xamal. C'était le minimum qu'il pouvait faire. C'était le minimum qu'il pouvait faire parce qu'ils n'ont aucune preuve contre Imam Ndao. Ce qu'il pouvait faire, c'était le relâcher, laisser rentrer chez lui. Les conditions dont ils ont
pris l'imam pendant 3 ans, ces conditions-là, ce sont des conditions inhumaines. Des conditions que, franchement, un État ne devrait pas le mettre sur ses citoyens. Franchement, ce qu'il devait faire, c'est demander excuse à l'imam et aux autres et le dédommager. Il faut signaler que la chambre criminelle a condamné le nommé Mokhtar Diokhane à 20 ans de travaux forcés pour acte de terrorisme par association de malfaiteurs. 11 autres accusés ont également été reconnus coupables. Le juge a par contre prononcé l'acquittement pour 15 autres personnes de Mokhtar Diokhane. Autre aspect de l'actualité, je vous le disais en titre, les fortes pluies font 2 morts à Tambacounda. 2 ouvriers ont perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment. Les sapeurs-pompiers ont eu beaucoup de peine à récupérer les corps sans vie coincés dans les décombres. Les explications à Tambacounda de Alassane Diallo. Il ne reste plus rien du bâtiment en construction qui devait abriter un comptoir commercial sur l'avenue Léopold Sédar Senghor en plein centre-ville de Tambacounda. Son effondrement n'a pas épargné les 3 ouvriers venus terminer les travaux. Le drame est survenu ce jeudi aux environs de 8 h après les fortes précipitations qui se sont abattues dans la nuit du mercredi jusqu'au jeudi dans la matinée. Si le premier corps sans vie a été retiré aux environs de 10 h, le second ouvrier, identifié au nom de Serigne Biram Sissé, quant à lui prisonnier également des décombres, a été extirpé aux environs de 12 h 30. Le chef de chantier Moussa Sissé, né en 1976, qui était à côté de la porte au moment de l'effondrement, s'est retrouvé avec de graves blessures au niveau de la tête et des bras. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Aux pénuries d'eau vont bientôt s'ajouter des coupures d'électricité. L'alerte est sonnée par la Sénélec elle-même. La Société nationale d'électricité explique cette situation par des difficultés de trésorerie liées aux factures impayées de l'État et des collectivités locales, suffisant pour créer la psychose chez les populations qui se souviennent encore des délestages de 2011. Le reportage est signé Hadja Tigidankeba. Le Sénégal risque de sombrer dans les coupures d'électricité, ce qui inquiète fortement certains Sénégalais. Ça va être très difficile pour nous de descendre du travail en cette période de manque d'eau et être aussi privé d'électricité. Ce sera une situation vraiment compliquée. Avant cela, nous interpellons l'État du Sénégal pour prendre des dispositions nécessaires pour ne pas en arriver là. La population c'est une situation assez difficile pour elle. La population souffre, nous sommes fatigués. Chaque jour, nous allons chercher de l'eau dans d'autres quartiers. Si on y ajoute des coupures d'électricité, ça serait catastrophique. Mais il faut courant. Pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, ce serait un véritable calvaire. Pour nos recherches, d'habitude, surtout pour les étudiants qui sont au 2e cycle et au 3e cycle, ils sont tout le temps connectés. Déjà, le phénomène des coupures d'eau, c'est déjà un problème. Maintenant, si les délestages s'y rajoutent, ça va être un pire problème. Voilà. Et surtout avec la période de l'hivernage aussi, ça va être un très grand problème. Vraiment, nous incitons l'État à ce qu'il fasse quelque chose. Ils veulent arrêter aussi l'électricité. Vraiment, ça peut être un grand problème à travers la population. Ici, surtout à l'université, puisque nous, en tant que des étudiants, je pense que toutes nos leçons sont dans les machines et on apprend à travers les machines. Maintenant, s'il y a coupure de courant, vraiment, ça peut amener vraiment des problèmes, quoi. La Sénélec tire la sonnette d'alarme. Aux pénuries d'eau pourraient bientôt s'ajouter des coupures d'électricité, d'où les nombreuses difficultés qui s'annoncent. Le même cocktail avait poussé les Sénégalais à descendre dans les rues en 2011 pour manifester contre le régime de Wade.
Inquiétude chez les producteurs de mangue pour cause des conteneurs partis de Dakar ont été saisis et détruits par l'Union européenne. La qualité du produit est mise en cause et le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Nous dit Thierry Gueye, le porte-parole des producteurs. Il explique au micro de Nachib Sagna. Le Sénégal a commencé à avoir des interceptions de conteneurs de mangue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des expéditions qui ont été refusées par les pays de l'Union européenne. Et là, à la limite, ce n'est pas du tout enviable, ce n'est pas du tout bon pour l'avenir de la filière. C'est pourquoi la Fédération des producteurs maraîchers, en tant que producteurs, qui sont les premiers concernés par cette filière, parce que c'est des producteurs de manière générale, bon, la Fédération a eu à organiser cette rencontre pour d'abord sensibiliser, conscientiser, alerter les producteurs sur vraiment les enjeux liés à cette filière. Et il reproche que quand même s'il y a des conteneurs où on a décelé des piqûres, des mangues piquées par la mouche. Donc, et ça, c'est pas bon pour l'image du Sénégal. Ça coûte d'abord sur le plan moral à l'État du Sénégal. Et pour les producteurs qui sont les premiers concernés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des manques à gagner. Et pour les exportateurs qui sont un peu les promoteurs qui prennent ces mangues, qui les expédient aussi, c'est des manques à gagner. Un exportateur qui voit un conteneur intercepté et brûlé, ça c'est vraiment des pertes terribles, quoi. Pour vraiment tous qu'on puisse prendre conscience davantage par rapport aux risques liés à cette filière. Cette marche à Pékin de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé de Guessem, Mbalodia Thiam et ses camarades exigent le respect des accords signés par l'État, notamment la matérialisation du décret sur la fonction publique locale. Mbalodia Thiam est interrogé par Théodore Semedo. Le 10e plan d'action est bouclé aujourd'hui avec cette grève de 24 heures ce jeudi et en plus donc, de cette marche. Cette marche est une marche nationale. Notre revendication, c'est la signature des décrets, non seulement portant effectivité de la fonction publique territoriale, les 9 décrets, il s'agit aussi du décret portant création de nouveaux corps dans la santé. Mais il s'agit aussi d'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire. Parce que nous avons vu le traitement assez partial que le gouvernement a fait de la question en donnant à une catégorie en oubliant d'autres. Et nous avons vu aussi que depuis lors, le secteur est dans une zone de turbulence, comme on le dit en météo. Et depuis lors, nous avons boycotté non seulement toutes les rencontres, les réunions de supervision, des réunions de coordination, nous avons boycotté aussi toutes les autres réunions à caractère formatif ou de formation. Nous avons débuté avant-hier le boycott de 3 programmes, à savoir le PNT, le PNLP et le programme SR, la santé de la reproduction. Ça aussi parce que nous y allons, parce que nous inscrivons. C'est pourquoi on l'a commencé comme ça. On n'a pas commencé par les programmes les plus sensibles, à savoir le PEV, la CMU, etc. et les urgences. Nous n'avons pas fait le service minimum, c'est vrai, on l'a expliqué, parce que nous ne sommes pas obligés même de faire les urgences. Parce que quand nous sommes en grève, nous devons rester chez nous. Qu'avec le Conseil des ministres d'hier, le décret portant création des corps a été signé. Et ça a été une longue bataille. Et aujourd'hui, ça fera en sorte que de la licence, disons au doctorat, disons le personnel paramédical pourra y accéder sans difficulté. C'est inscrit dans une perspective d'école doctorale et de ce point de vue, les passerelles donc permettront à tout un agent de commencer au plus bas de l'échelle pour aller au plus haut donc, de l'échelle. Parlons de toute autre chose à présent. La loi de finances rectificative de juillet 2018 est la preuve des difficultés que traversent les entreprises nationales. Position de Baïdi Agne, le patron du Conseil national du patronat, parle d'une loi à problème avec l'augmentation des taxes. Baïdi Agne était l'invité ce mercredi de la rédaction de Walf Quotidien. Le voici au micro de Abdou Khoudous Diallo. 2011, à un moment où effectivement la question du 3e mandat du président Wade a été posée, nous avons constitué un groupe qu'on appelait le groupe des 6. Nous étions engagés dans cette médiation. Bon, bien sûr, nous parlons à tous les acteurs politiques déjà aujourd'hui. Nous avons aussi des questions sur le parrainage. Bon, j'ai compris que le ministère de l'Intérieur devrait prendre un arrêté dans les jours qui viennent.
et de cet arrêté, je pense qu'il va être aussi clair que les acteurs puissent se parler pour en fait prévenir des conflits à venir. Donc, et tout ceci ne se fera que qu'à partir d'un dialogue qu'ils devront engager. Et je pense que c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs non politiques, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient du patronat, qu'ils soient les chefs religieux, d'avoir d'apaisement. Il est vrai aussi, à chaque élection, des tensions surgissent, mais nous devons, à un moment donné, dans la maturation. En politique, l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré chez l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. La visite entre dans le cadre de la tournée que l'homme politique effectue dans les foyers religieux du pays. Les deux hommes se sont entretenus sur plusieurs questions. Le compte-rendu est signé Djembambaï. Poignée de main révérencieuse, Cheikh Hadjibou Soumaré et sa délégation sont ainsi reçus par l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'ancien Premier ministre est venu soumettre au guide religieux ses projets politiques, mais aussi ses préoccupations concernant la situation actuelle du pays. Si je suis venu ici, c'est pour d'abord expliquer le sens de notre action. Le sens de notre action, je l'avais résumé, un Sénégal de paix. Le sens de notre action aussi, c'est la gestion intrinsèque de l'État dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse de la gouvernance et qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé de nos enfants. Sorti de nos échanges, j'ai rencontré un homme de Dieu qui prie toujours pour la paix au Sénégal. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, considère cette visite comme une marque de considération de la part de l'homme politique envers la communauté qu'il représente. Les deux hommes se sont entretenus sur différentes questions telles que l'éducation, la politique, entre autres. Nos échanges nous ont permis de nous focaliser sur des points qui me paraissent importants. L'importance qu'il faut accorder d'abord à l'éducation. Ensuite, la renonciation à toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et enfin, qu'on revienne aux valeurs. Dire un grand merci et lui souhaiter bénédiction de la part du Seigneur. Cette visite, c'est l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, entre dans le cadre de la tournée que l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré effectue au niveau des foyers religieux du pays, mais également des conseils en perspective. L'homme politique envisage même de s'adresser à la nation sénégalaise dans les jours à venir. La mouvance présidentielle lance l'opération reconquête du département de Kébémer après Modou Diagne Fada. C'est au tour de Cheikh Déthié Seck de rejoindre le camp de Macky Sall à travers son mouvement Initiative républicaine. C'était au cours d'un meeting à Ngourane, compte rendu Omar Kairé. Convaincu du bilan de Macky Sall, Cheikh Déthié Seck, directeur de la passation des marchés à la Caisse des dépôts et consignations, a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle avec son mouvement Initiative républicaine. Le meeting de lancement s'est tenu à Ngourane, dans le département de Kébémer. J'ai décidé de soutenir le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal durant ces 5 ans. Je pense que son travail mérite d'être salué. Il a désenclavé tout le Sénégal. Le pont devant rallier le Sénégal et la Gambie en est une parfaite illustration. Les écoles et universités construites militent également en sa faveur. C'est pourquoi mes sympathisants et moi ont décidé d'accompagner cet homme de valeur qui peut apporter plus à ce pays. Kébémer a toujours été la chasse gardée du Parti démocratique sénégalais. Mais pour Aliou Sall, maire de Guédiawaye et membre de l'APR,
le département revient à la mouvance présidentielle avec l'adhésion de Cheikh Déthié Seck. Je déclare qu'ici à Kébémer, ici dans le Cayor, Macky Sall a fini de gagner. Cette victoire consacrée aujourd'hui ici, dans cette célèbre et religieuse ville de Ngourane, est d'autant plus certaine que quelques jours avant l'adhésion de notre ami et frère Cheikh Déthié Seck, quelques jours avant l'adhésion de notre ami et frère Mbacké Faye de Kébémer, notre ami et frère Modou Diagne Fada a déclaré son adhésion à la mouvance présidentielle, son soutien au président Macky Sall. Le ministre Ndeye Marième Badiane, Abdoul Aziz Mbaye, des députés de la mouvance présidentielle et la coordination départementale de l'APR ont pris part à ce rassemblement politique tenu à Ngourane, commune située dans le département de Kébémer, dans l'arrondissement de Sagataguet. Omar Kairé Louga, Walfadjri. La page internationale s'installe maintenant dans ce journal et une synthèse de Aïcha Diakhaté. Démarrons ce survol de l'actualité internationale au Nigeria où 10 combattants de Boko Haram ont été tués ce jeudi et 6 autres civils dans une embuscade tendue à un convoi de transport de marchandises escorté par l'armée dans le nord-est du pays. Selon des sources concordantes, l'attaque s'est produite à une quinzaine de kilomètres de la ville de Gambari à la frontière avec le Cameroun. Les assaillants ont ouvert le feu sur le convoi de 23 véhicules, l'obligeant à s'arrêter avant de piller des marchandises et d'incendier des camions, a précisé Maître Kanchala. Au Pérou, Dubeli Rodriguez a présenté ce jeudi sa démission après la diffusion d'enregistrements dans lequel l'on entend des juges monnayés des peines, a annoncé la Cour. Selon le désormais ex-président de la Cour suprême péruvienne, Rodriguez, l'institution judiciaire est en train de traverser une crise institutionnelle. Il l'a fait savoir à travers sa lettre de démission dont le contenu a été publié sur Twitter. Le juge du tribunal suprême espagnol Pablo Llorena, chargé de l'enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne en octobre dernier, a retiré ce jeudi les mandats d'arrêt internationaux contre l'ex-président catalan Puigdemont et 5 autres dirigeants indépendantistes ayant fui à l'étranger. La décision du juge Pablo Llorena a été vivement applaudie par la majorité de ses collègues magistrats, très remontés contre la dérivée indépendantiste de certains leaders catalans. Ce retrait intervient après la décision il y a une semaine de la justice allemande de n'autoriser l'extradition de Carles Puigdemont vers l'Espagne. L'actualité sportive, la nouvelle saison navétane de l'ODCAV de Dakar démarre ce vendredi avec le tirage au sort des 13 zones du département. Une annonce du président de l'organisme lors d'un CDD. Il se dit optimiste pour le bon déroulement de la saison. Papa Mamarlo s'est confié à Nafia Marfal. Nous avons reçu une recommandation majeure des sapeurs-pompiers qui nous ont suggéré un partenariat pour l'organisation des séminaires en formation au profit des ASC, au profit des jeunes, des entraîneurs, des joueurs, en formation tout ce qui est les maladies préventives sur les accidents cardiovasculaires au niveau des terrains de football. Le 20 déjà, c'est le grand tirage des 13 zones qui va regrouper l'ensemble des zones du département de Dakar pour déjà lancer le début des activités du mouvement navétane au niveau du département de Dakar. Le 27, ce sera la Super Coupe pour le fair play. Super Coupe pour le fair play, parce que nous insistons beaucoup sur le mot fair play entre les ASC finalistes de la zone 1 et les ASC finalistes de la zone 2. Parce que l'année dernière, les petits faits de violence qui sont déroulés dans le département, c'est au niveau de Stade Omar Diop et c'est le fait de ces deux zones. Donc c'est un moment de sensibilisation, d'échange entre ces deux zones pour montrer finalement aux ASC et aux jeunes principalement que l'objectif du Naïtan, c'est vraiment le fair play. Le 1er août, on sera la finale départementale. L'année dernière, on devait l'organiser depuis le mois d'avril.
Mais nous avons volontairement repoussé la date de la finale pour justement la jouer au niveau de Dakar. Parce que jouer une finale de département de Dakar au niveau de Pikine, c'est bien, c'est agréable, c'est de l'ouverture. Mais notre objectif, c'était vraiment de consacrer la fête dans le département de Dakar. Dès plus tard, ou lundi ou plus tard, la note de levée de la situation va tomber au niveau de la direction du stade Iba Mar Diop. Nous l'espérons très bien. En tout cas, nous maintenons nos dates du 27 à Iba Mar et la date du 1er. Le stade Iba Mar Diop sera donc ouvert à l'ODCAV de Dakar pour abriter les matchs de la nouvelle saison. Une décision du préfet de Dakar qui a présidé la réunion du comité départemental de développement. Cette rencontre a aussi abouti à d'autres points satisfaisants comme la libération des subventions. Alioune Badara Samb que nous écoutons. Compte tenu un peu des difficultés qu'on avait connues dans le mouvement navétane l'année dernière, la commune a pensé qu'il y avait lieu de faire un petit break en attendant. Mais tout compte fait, je crois que l'engagement du représentant du maire est suffisamment explicite et je laisserai le soin aux autorités locales de répondre de manière très pratique sur les modalités de versement de cette subvention. Nous allons faciliter, nous allons jouer au bon service pour que tout ce qui peut concourir à une organisation parfaite du navétane, y compris les subventions, puisse être réglé au grand bonheur des populations et surtout de la France jeune. Je crois qu'avec les appels du pied, avec les engagements, avec cette détermination à vraiment mettre un terme, nous avons pris la décision de revenir, ou bien en tout cas d'abroger cet arrêté qui avait suspendu les matchs navétanes au niveau de Iba Mar Diop. Donc en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre. Maintenant, d'ici là, nous allons, dans le cadre d'une commission auxiliaire de protection civile, en relation avec les services techniques, la police, la gendarmerie, pour une force de l'ordre, mais également les sapeurs-pompiers, l'ensemble des services techniques, faire une descente sur site pour voir rapidement quels sont les aménagements ou les réaménagements à faire, quels sont les petits travaux à faire pour que le stade soit beaucoup plus fonctionnel au grand bonheur du mouvement navétane. Il faudrait que l'on revienne aux fondamentaux, que l'on réfléchisse également sur la nécessité de revenir à des périodes raisonnables. Avant le navétane, c'était du mois de juin au mois d'octobre, dans le pire des cas jusqu'au mois de novembre. Présentement, on joue quasiment toute l'année et ça fait un peu désordre. Et je crois qu'ils ont compris le message parce que c'est ça qui doit faire véritablement que ce que l'on connaît présentement. Autre discipline, basketball aux dames, le 108 basket s'est qualifié pour la finale du championnat en battant hier la ville de Dakar 62-55. À l'issue de cette partie émaillée d'incidents, l'entraîneur de l'équipe saint-lusienne, Jupiter Nyon, est revenu sur la performance de ses joueurs au micro de Gabriel Barbier. Tout d'abord rendre grâce à Dieu. Féliciter mes filles qui ont sorti un grand jeu. Ce qui a été déterminant, ce que j'avais dit au départ, il faut que l'on soit constant en défense et pour ça il nous faut un bon mental. C'était le discours. On a fait un bon discours, elles ont perçu le discours et elles ont réagi par rapport à la suite. Mais au quatrième quart-temps, parce qu'on a fait jeu égal avec la ville de Dakar, au premier quart-temps, au deuxième et au troisième quart-temps. Mais maintenant, il fallait les user physiquement. Physiquement, on était beaucoup plus près que les filles ont allé au charbon et ça paye. L'entraîneur de l'équipe saint-lusienne, Jupiter Nyon, qui revenait sur la performance de ses joueuses. Sport, toujours en bref, après un mondial très réussi, Malang Diédhiou vient de déclarer qu'il met un terme à sa carrière internationale. Le meilleur sifflet a fait la déclaration cet après-midi. C'était lors de la cérémonie Sargal organisée par ses pairs à son honneur. On va y revenir avec Nafia Marfal. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas à 21h votre émission Diniak Diamano présentée par Ousmane Sen. Excellente soirée à tous.